foncé. T'inquiète pas, c'est la Foncé. C'est notre lot quotidien. Voilà. Foncé tout de suite. Martine, toi qui connais les noms de tous ces messieurs, Monsieur de la Provence. s'il te plaît. Si, de la Provence. Jean-Pierre. La Marseillaise. Morgane Termelin. Et Haute-Provence Info. Guillaume Messier. Il y a déjà une grande interview qui est parue hier. Haute-Provence Info. Et qui était très bien présentée. Merci. Je vous remercie. J'ai reçu mon- Écoutez, pour moi, c'est un plaisir de venir fêter les 40 ans de cette belle section. C'est toute une pan d'histoire militante. Des hommes et des femmes qui, à partir de cette section, sont partis mener de nombreux combats. Et c'est toujours un moment d'émotion d'évoquer cela, mais surtout de penser à l'avenir, parce qu'on va avoir besoin, je ne crois plus que jamais, d'une mobilisation populaire. On a vu ce qui s'est passé cette semaine, quand même. La Commission européenne a déclaré la guerre sociale à notre pays. Et on avait eu un président de la République qui, sur le terrain, le mardi, mercredi, je ne sais plus, dire mais on ne va pas se laisser faire, c'est pas l'Europe qui nous dicte la loi et tout. Et puis il fait une conférence de presse avec Madame Merkel le lendemain, il explique à la conférence de presse que la France va régler les modalités, les détails, mais que les décisions elles sont prises en effet au niveau de Bruxelles, et elles sont prises en accord avec la France, parce que personne ne peut penser que M. Barroso a pris la parole pour annoncer ce qu'il demandait à la France en contrepartie du recul des 2 ans sur les 3% de déficit, sans que ça ait été négocié au plus haut niveau de notre pays. Donc tout cela est un jeu inquiétant. Et donc, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui pour empêcher que notre pays suive la Grèce, le Portugal ou l'Espagne dans une cure d'austérité sans précédent et sans résultat. Parce qu'il faut dire les deux choses. C'est des cures d'austérité qui sont dures pour les gens, mais qui sont inefficaces, on le voit bien. Eh bien, il faut une mobilisation populaire et citoyenne. Le gouvernement ne cesse d'abdiquer devant l'Europe, devant le MEDEF, devant la droite. Donc, il faut une mobilisation populaire pour une politique alternative à gauche. Donc, voilà, c'est ça un peu le contexte. J'ai envie de dire que c'est pour ça que je disais qu'on aura besoin de cette section. Justement, venir dans les petites sections, comme ça, rapport à l'Europe, on en est loin. Est-ce que c'est le début de la mobilisation pour vous? Oui, on est lancé dans une très grande campagne contre ces politiques d'austérité. Nous avons démarré cette campagne le 5 mai par la grande manifestation à Paris. Il y a eu une manifestation cette semaine à Toulouse. Nous tenons partout des meetings, des rencontres. Nous allons tenir une marche des femmes contre l'austérité le dimanche 9 juin. Et puis le 16 juin, toutes les forces du Front de gauche, mais au-delà des forces du Front de gauche, il y aura également des représentants d'Europe Écologie Les Verts, et nous espérons peut-être également des socialistes. Nous allons tenir les assises pour le changement en France et en Europe, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, partout... C'est quoi l'argument? Votre argument contre l'austérité? L'argument contre l'austérité, c'est, je vais vous prendre un exemple extrêmement précis et clair, l'industrie automobile dans notre pays. Nous avons une chute d'immatriculation comme jamais nous en avons connue dans les 40 dernières années. Pourquoi nous avons cette chute d'immatriculation? Parce qu'il y a une chute du pouvoir d'achat. Et donc, plus on fait pression sur les salaires, plus on fait pression sur le pouvoir d'achat, on veut maintenant nous rogner sur les allocations familiales, etc., plus les gens limitent leur consommation, et plus ça a des conséquences sur les entreprises. C'est pas qu'il y ait d'autres explications. Les voitures sont beaucoup plus solides, on a les conduites et tout, les choses qui n'ont plus à Mais non, il n'y a pas le renouvellement nécessaire du parc automobile. nécessaire, oui. Non, il n'y a pas le renouvellement. Non, c'est pas le problème de la solidité des voitures. Avant, les gens ont su changer de voiture aussi parce qu'ils avaient des besoins nouveaux dans la famille, parce que la famille s'agrandissait, ou au contraire parce que les personnes se retrouvaient seules, etc. Non, il y avait une mobilité beaucoup plus grande des automobiles. Mais je vais vous prendre un autre exemple. Toujours à partir de l'industrie automobile, on a besoin d'innovation. On a besoin que la recherche et l'innovation se développent au niveau de l'industrie automobile pour sortir de nouveaux modèles, moins polluants, plus économiques au niveau des carburants, etc. Sarkozy a inventé le crédit impôt recherche. Moi, j'en ai discuté pendant la loi enseignement supérieur recherche la semaine dernière. Tout le monde est d'accord pour dire que ce crédit impôt recherche ne donnait aucun résultat.
Et le gouvernement suivant vient de donner 20 milliards aux entreprises, crédit impôt, sans aucune condition pour que les entreprises utilisent cet argent justement à la recherche et à l'innovation. Donc voilà, ce sont des exemples précis qui montrent que ce sont des politiques qui ne peuvent pas nous permettre de relancer l'économie. Pour relancer l'économie, il faut qu'il y ait de la recherche, de l'innovation, il faut qu'il y ait des salaires, il faut qu'il y ait de la qualification, il faut qu'il y ait de l'envie de répondre aux besoins et non pas l'envie de répondre simplement pour satisfaire les actionnaires. 47 milliards de dividendes ont été versés cette année, 47 milliards de dividendes, vous vous rendez compte? Et on demande aux salariés de l'automobile de réduire leur salaire et de travailler plus à Renault et maintenant à PSA après avoir supprimé 11 000 postes. Donc voilà, c'est ça qui ne marche pas. D'ailleurs, la preuve en effet, peut-être que vous m'auriez interrogé il y a 3 ans, je vous aurais dit, je peux avoir des doutes. Vous avez vu une relance en réseau. Ça repart en Portugal ou en Espagne? Rien. Rien, ça s'enfonce. On nous mène droit dans le mur. Donc voilà, il faut aller chercher des politiques alternatives. Maintenant, c'est dans l'urgence. Vous faites quoi? Ce qu'on fait, d'abord, une négociation sociale sur les salaires. Il faut animer la question des ressources à travers les salaires, les allocations. Deuxièmement, je pense qu'il faut s'attaquer au système bancaire tel qu'il est aujourd'hui. Il y a eu un début de loi avec la loi Moscovici, commençant à petite séparation entre la partie spéculative et la partie dépôt, c'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'à un pôle financier public qui pourrait travailler avec la Banque Centrale Européenne pour développer un fonds d'investissement pour les entreprises, mais aussi pour les États et pour les collectivités. Réduire les dépenses publiques, c'est tuer l'emploi. Moi, je suis dans une collectivité locale, tu es dans une collectivité locale, ou région. Moins on a de dotation globale de fonctionnement, moins on va réparer des routes, on va faire des écoles, on va faire des lycées, on va faire ceci, on va faire cela. Et ça fait moins d'emplois. 10% des investissements. Voilà, et ça fait moins d'emplois à la clé. Donc on a besoin, au contraire, qu'on ait des fonds d'investissement par un pôle financier public, par une Banque Centrale Européenne, qui nous permettent en effet de relancer l'activité et donc notre économie. Et puis il faut stabiliser. Enfin, aujourd'hui, on est passé du CDI à un CDD qui est maintenant érigé en modèle absolu, avec des temps partiels imposés, avec de la précarité, etc. Et vous savez, quand vous êtes en CDD, quand vous êtes en temps partiel, vous n'êtes pas un homme ou une femme en capacité d'apporter de la même façon à votre entreprise que lorsque vous êtes sur un parcours sécurisé de l'emploi, avec des moments de formation, des moments où vous gagnez en compétences, vous gagnez, etc. C'est ça qui fait la force d'un pays. Moi, j'ai regardé, je ne l'ai pas là, c'est dommage, mais j'ai regardé une étude de 2010, une étude américaine, par un institut reconnu aux États-Unis, sur la productivité moyenne des salariés dans chaque pays. Eh bien, nous étions très bien placés, nous étions au 6e rang, devant l'Allemagne. Donc, les salariés français, ils sont capables d'être très productifs, on n'est pas des feignants, incapables, etc. Ce qu'il y a, on ne leur donne pas les outils, en fait, pour justement traduire cette productivité en une réponse aux besoins. Ces outils, en somme, c'est un modèle social qui protège les salariés. Qui protège les salariés, mais c'est pas que ça. J'ai commencé d'abord par l'entreprise, c'est-à-dire c'est aussi des entreprises qui se donnent pour but l'industrie réellement, c'est-à-dire répondre aux besoins en produisant des choses de qualité au lieu de spéculer. Nous avons trop d'entreprises aujourd'hui qui donnent la priorité à la spéculation, aux actionnaires, à la bourse, au lieu de donner la priorité à la qualité des produits et à l'innovation des produits. Parce que la compétitivité, c'est ça, ce mot qu'on a inventé, qu'a inventé le capitalisme il y a quelques années, la compétitivité, c'est un mot qui n'existait pas. La compétitivité, excusez-moi, mais elle se fera par la qualité aussi du travail produit, elle se fera par la qualité des produits eux-mêmes, elle se fera, voilà. Elle ne se fera pas en baissant le coût du travail. Parce qu'en baissant le coût du travail, on tue aussi l'entreprise, parce qu'il n'y a plus de consommation. Donc, pour arriver à ces objectifs, vous avez mentionné la nécessité d'un puissant mouvement social et citoyen. Donc, comment arriver à susciter ce mouvement dans une période de crise où les gens sont à l'expectative et ont un peu peur? Les gens ont peur parce qu'on leur fait peur. Les gens ont peur parce qu'on leur dit, ils ont peur parce qu'on leur dit que ça va être encore pire demain. Ils ont peur parce qu'on leur dit qu'on ne peut rien faire. Et donc, quelque part, on va s'enfoncer dans le trou et qu'on ne peut rien faire.
Moi, je suis frappée à l'Assemblée nationale, mais vraiment, à chaque fois, je me dis, mais je rêve, c'est pas possible. On a une course à l'échalote sur les bancs de l'UMP et sur les bancs socialistes pour savoir qui a réduit le plus les dépenses publiques. Et là, on s'invective, non, nous, on a réduit de tant % les dépenses publiques, non, c'est nous qui réduisons les dépenses publiques beaucoup plus rapidement. C'est complètement fou. Donc les gens se disent, donc il n'y a pas d'autre solution, puisqu'on nous dit là, et on nous dit là la même chose, il faut réduire les dépenses publiques, c'est la seule solution. Donc, moi je pense que si, avec le front de gauche, et en élargissant encore ce front de gauche, le front de gauche, il ne faut pas le fermer, il ne faut pas le clôturer, il faut l'élargir. Moi je croise beaucoup de députés socialistes qui viennent s'asseoir à côté de moi sur les bancs de l'hémicycle et qui me disent qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qui se passe, qu'ils ont envie que ça bouge. Moi je m'adresse à eux, à ces socialistes, pour leur dire, voilà, venez avec nous, venez avec le front de gauche, et il faut qu'il y ait une nouvelle perspective qui s'ouvre à gauche. C'est pour ça que le front de gauche, c'est une petite pépite qu'il faut faire, qu'il faut faire grandir. Comment vous faites pour convaincre? Mais tout simplement. Vous Vous savez, en 2005, vous vous rappelez en 2005, quand on a lancé la campagne du non de gauche, on était battus dans tous les sondages. On nous traitait de ringards, on n'avait rien compris à rien, on n'était pas capable de dire un projet de traité, on était des nuls. Tous les éditorialistes, tous les matins, je me rappelle à Paty, Duhamel, tout le monde nous expliquait pourquoi Louis c'était vraiment le mec le plus ultra. Et puis on a commencé à débattre, on a débattu, on s'est trimballé avec le traité, on a montré les articles, on a expliqué, et puis les gens ils ont fait pareil, ils ont emporté ça dans leur famille, dans leur entreprise, dans leur bureau. Puis, on a été majoritaire. On a été majoritaire. Non, on se rappelle tous de cela. On a fait de l'éducation populaire. Des milliers de petites rencontres, de débats, de porte-à-porte, au port des entreprises. Et nous avons gagné. Et puis il faut recommencer la même chose. Il faut recommencer à donner à voir que le programme L'Humain d'abord, il est en capacité, si on le mettait en œuvre, oui, d'ouvrir une nouvelle perspective à gauche. Il faut démonter les arguments qui sont avancés par Bruxelles et par les représentants de Bruxelles dans notre pays. Il faut démonter ces arguments, il faut convaincre. Sinon, qu'est-ce que vous voulez? On peut se taire. Hein. On peut prendre le biais de se taire, mais si on se tait, s'il n'y a plus aucune voix à gauche qui s'élève pour dire que notre politique est possible, la solution va se lever à l'extrême droite. C'est pas possible. Donc même si c'est dur, il faut le faire. On a une responsabilité à le faire. D'ailleurs, moi j'ai plutôt l'impression que les militants du Front de gauche en général, les militants communistes, ils sont plutôt décidés à le faire. Hein. Ça bouge. Je m'excuse, mais le temps est imparti, est terminé. Je vous Mais la remercie. conclusion est très bien. On a du bien, attention là. Nous vous libérons pour aller prendre place. D'abord, on va écouter les syndicalistes. Tu vas de l'hôpital, si on nous fait venir de Oui, l'hôpital. c'est pour le service de réanimation, là, j'ai vu. Entre autres, mais Je pensais qu'on allait s'exprimer. Ah oui,